Bonjour et bienvenue dans cette 6e capsule du cours de virologie médicale. Et reprenons et poursuivons le dernier chapitre du cours relatif aux méthodes de diagnostic des infections virologiques. Alors, après avoir vu les méthodes de diagnostic direct dans la capsule précédente, dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux méthodes indirectes. Alors, ces méthodes indirectes, ce sont en fait différents tests sérologiques mis en œuvre et permettant de déceler dans le sang du malade ou du patient les anticorps synthétisés en réaction à une infection virale. Ces anticorps sont les marqueurs indirects de l'infection. On ne cherche pas l'antigène ou le virus, mais on cherche les anticorps. Donc c'est une manière indirecte de révéler la présence du virus chez le malade. Et comme pour toute infection, on distingue les IgM qui sont les marqueurs d'une infection aiguë, c'est-à-dire récente, car ce sont les tout premiers types d'anticorps à être synthétisés après une infection. Et les IgG, ce sont les marqueurs d'une infection ancienne, car la synthèse de ces anticorps de type IgG est un peu plus décalée dans le temps, comme le montre cette figure. Ainsi, la recherche d'anticorps permet de différencier une infection récente si ce sont les IgM qui sont présents et dominants vis-à-vis d'une infection ancienne lorsque les IgG sont présents. Et nous allons voir qu'il existe 4 types de tests sérologiques. Ce sont le test d'agglutination, nous verrons le test de fixation du complément, le test ELISA et le test de Western blot. Commençons par le test d'agglutination, qui est une réaction que l'on observe entre antigène et anticorps. Le principe de cette réaction est le suivant. D'une part, nous avons des particules synthétiques, telles qu'ici ce sont des particules de latex. Ça peut être également des particules de charbon. Sur ces particules synthétiques ont été fixés les antigènes de virus, ici que j'ai représenté en vert. Ces particules de latex sont donc des supports artificiels des antigènes viraux. À ces particules, on ajoute le sérum du malade contenant les anticorps spécifiques. Ces particules vont être agglutinées sous l'action des anticorps. L'agglutination, c'est une agrégation, c'est-à-dire la formation d'un amas des particules. Et cet amas ou cette agglutination est même visible à l'œil nu. Ce test est même réalisé sur une lame, une simple lame. À gauche, on observe une agglutination des particules. Le test est donc positif. À droite, on n'observe pas d'agglutination. Le test est négatif. Alors, exemple d'application, c'est la recherche des anticorps antivirus de la rubéole. Une autre variante du test d'agglutination qui repose exactement sur le même principe, c'est l'hémagglutination, dans laquelle le support des antigènes est cette fois-ci non pas des particules synthétiques, mais des hématies de mouton. Et l'hémagglutination est quant à elle réalisée non pas sur une lame, mais dans des microcupules en U, qui ont une forme en U. En absence d'anticorps spécifiques, les hématies mélangées au sérum du malade vont se déposer au fond de la cupule. Elles glissent, les hématies sont lourdes, et comme la cupule est en forme de U, elles glissent et vont aller se concentrer au centre, au fond et au centre de la cupule. Ces hématies ne restent pas en suspension dans le sérum. Donc, vues du haut, elles forment un bouton rouge au centre de la cupule.
Et en présence d'anticorps spécifiques dans le sérum du malade, les hématies s'agglutinent sous l'action des anticorps. Elles ne se déposent pas au fond du tube ou de la cupule. Et vues du haut, les hématies forment un voile comme ceci. L'hémagglutination est réalisée sur une plaque comportant des microcupules. On distingue bien à l'œil nu les tests positifs où il y a formation d'un voile, des tests négatifs où il y a formation d'un bouton rouge au centre. Et l'hémagglutination peut être quantitative, c'est-à-dire le sérum du malade est dilué et le test d'hémagglutination est effectué pour chaque dilution du sérum. Et à partir des résultats, on détermine le titre agglutinant, qui est l'inverse de la dernière dilution donnant une réaction positive. Si c'est à la dilution 1/4, on dit que le titre est 4. Si c'est à la dilution au 1/8, on dit que le titre est 8. Dans notre exemple, la dernière dilution donnant encore un test positif, c'est la dilution 1/32. Donc le titre est 32. Un autre exemple, ici, dans cet exemple, la dernière dilution où l'on observe encore un voile, même s'il est réduit, nous avons un bouton, mais autour nous avons encore un voile réduit. Cette dilution, on l'observe à la dilution 1/2560, donc le titre est 2560. Le deuxième type de test sérologique que nous allons voir, c'est le test de fixation du complément, dont le principe est le suivant. Prenons le sérum d'un malade contenant les anticorps spécifiques, anticorps antivirus, auxquels on ajoute les antigènes viraux du commerce, c'est le réactif, ici en bleu. On y ajoute également le complément du commerce également, c'est le deuxième réactif. On laisse réagir et les anticorps vont se fixer sur les antigènes et le complément se fixe sur les anticorps. D'accord? Ensuite, troisième étape, on ajoute des globules rouges de mouton sensibilisés avec des anticorps antiglobules rouges de mouton. Sensibilisés, c'est-à-dire sur lesquels on a fixé des anticorps antiglobules rouges de mouton. Et ces anticorps antiglobules rouges fixés sur les ne provoquent pas de lyse des globules rouges tant qu'il n'y a pas de complément. Pour qu'il y ait lyse des globules rouges, il faut des anticorps plus complément. Ça, c'est très important à comprendre. Et s'il n'y a pas d'hémolyse des globules rouges de mouton, c'est que les compléments ont été mobilisés par les anticorps du malade. Le test est donc positif. En résumé, le test est positif quand il n'y a pas d'hémolyse des globules rouges de mouton. A l'inverse, si le sérum du malade ne contient pas d'anticorps et si l'on ajoute les mêmes réactifs antigènes en bleu et compléments en orange et que par la suite on ajoute les globules rouges de mouton sensibilisés, ici les compléments sont libres et disponibles. Ils vont donc se fixer sur les globules rouges, sur les anticorps antiglobules rouges de mouton et vont provoquer l'hémolyse. À ce moment-là, le test est négatif. Donc, en résumé, pas d'hémolyse, c'est que le test est positif. Hémolyse, c'est que le test est négatif. Troisième type de test sérologique, c'est le test ELISA. Alors, le test ELISA en sérologie, et attention,
différent du test ELISA que nous avons vu pour la recherche des antigènes viraux. Rappelez-vous, dans le diagnostic direct, le test ELISA utilisé dans la recherche des antigènes viraux, on met sur un support des anticorps de capture, puis on dépose l'antigène recherché, qu'on fait réagir avec des anticorps de révélation. Donc ici, on recherche l'antigène. Alors que ici, dans le test sérologique, c'est différent. Sur le support, c'est l'antigène connu, c'est le réactif, qui est fixé sur le support, auquel on rajoute le sérum du malade contenant des anticorps spécifiques. Donc ici, ce que l'on recherche, ce sont les anticorps spécifiques. Puis, on rajoute les anticorps de révélation couplés à la peroxydase. Tout à l'heure, c'est l'antigène qui est recherché. Ici, dans le test sérologique, ELISA utilisé dans les tests sérologiques, c'est l'anticorps qui est recherché. Faites très attention de ne pas confondre ces deux types de tests ELISA. Alors, le test ELISA présente de nombreux avantages. C'est un test rapide, très sensible, beaucoup plus sensible que le test d'agglutination, et il permet de discerner les anticorps de type IgM de ceux de type IgG. Pour différencier entre les deux, c'est simple, on utilise deux types d'anticorps de révélation, soit des anticorps anti-IgM ou des anticorps anti-IgG. Et en plus, ce test est automatisable. On l'utilise notamment pour le sérodiagnostic de nombreuses infections virales, notamment pour le sérodiagnostic du sida et également pour le sérodiagnostic de l'hépatite C et autres. Dernier type de test sérologique que nous allons voir, c'est le Western blot. Mais avant de vous expliquer le principe du test Western blot réalisé au laboratoire, voyons voir comment sont préparées les bandelettes utilisées pour réaliser un Western blot. Ces bandelettes sont en fait fabriquées par des firmes pharmaceutiques qui commercialisent les bandelettes. Alors, au départ, une suspension de protéines virales est dénaturée par le SDS, le sodium dodécyl sulfate, qui est un dénaturant, c'est un détergent qui va dénaturer les protéines. On obtient ainsi des protéines dénaturées et chargées négativement. Et plusieurs protéines différentes appartenant au même virus subissent le même traitement. On se retrouve donc avec un mélange de protéines dénaturées de tailles différentes, donc de poids moléculaires différentes, mais elles sont toutes chargées négativement. Elles ne se distinguent donc que par leur poids moléculaire. On va donc pouvoir les séparer en fonction de leur poids moléculaire en les soumettant à une électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Ces protéines sont déposées donc dans un des puits et ces protéines, lors de l'électrophorèse, vont être attirées par la cathode. Elles migrent donc en fonction de leur poids moléculaire. Les protéines les plus lourdes migrent plus lentement. Et à la fin de l'électrophorèse, les protéines contenues dans le gel sont transférées sur une membrane de nitrocellulose. Et cette membrane est découpée en bandelettes qui sont commercialisées. Donc, toutes ces étapes sont réalisées par les firmes pharmaceutiques. Au laboratoire de virologie, le test est réalisé et le principe est le suivant. Sur une bandelette, on ajoute le sérum du malade contenant potentiellement les anticorps spécifiques qui se fixent sur les antigènes protéiques. Puis, on ajoute les anticorps de révélation couplés à la peroxydase. Pour exemple, voyons voir le Western blot pour le sérodiagnostic du sida, dont la bandelette comporte
les différentes protéines antigéniques que voici. Ça va des glycoprotéines GP les plus lourdes vers les protéines les plus légères. Et ce schéma vous indique même l'emplacement des différents antigènes protéiques au niveau du virus. Vous avez les différentes formes et codes de couleur que l'on retrouve dans le virus. Et voici une photo du Western blot de différents sérums du malade. Ainsi, la ligne 1, c'est le contrôle positif. La ligne 2, c'est le contrôle négatif. Et vous avez les 3 sérums de malades différents notés A, B et C. Et chaque fois que vous faites un test sérologique, il faut toujours le comparer par rapport à un contrôle positif et un contrôle négatif. C'est très important. Donc, vous avez l'échantillon A, il est négatif, même résultat que la ligne de contrôle négatif. L'échantillon C, il est positif. Par contre, l'échantillon B, il est indéterminé. Vous avez un résultat négatif par rapport aux glycoprotéines les plus lourdes. Là, c'est suspect, c'est pas tout à fait positif, il est indéterminé. Soit il faut refaire le test. L'intérêt du test Western blot est la très grande spécificité des anticorps détectés et cette technique est utilisée comme test de confirmation pour les infections par le HIV et les infections par le virus de l'hépatite C. Ces infections, on effectue d'abord le test ELISA, puis quand c'est positif, quand le test ELISA est positif, on le confirme avec le test Western blot. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon des différentes méthodes utilisées pour le diagnostic des infections virologiques qui, comme vous le voyez, elles sont très diversifiées et complémentaires et elles ont toutes un avantage et un inconvénient. Aucun test sérologique n'est parfait. Ainsi se termine le cours de virologie médicale. La capsule est terminée et je vous remercie.